Bonsoir à tous et bienvenue sur Day8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite des aventures de Robinson Crusoe. C'est en 1719 que paraît l'un des romans les plus fameux de la littérature mondiale, donc Robinson Crusoe, sous la plume de l'écrivain anglais Daniel Defoe. L'aventure est tirée d'une histoire vraie, celle d'un marin écossais, Selkirk, exactement, abandonné pour s'être rebellé sur l'île de Juan Fernandez au large du Chili de 1705 à 1709. Le récit de sa survie avait été fait par son sauveur, le capitaine Roger, au fil des pages de son journal intitulé « Comment Alexandre Selkirk vécut 4 ans et 4 mois seul sur une île ». Voilà, donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Repartons à l'aventure. Ce fut le 6 novembre, l'an 6e de mon règne ou de ma captivité, comme il vous plaira, que je me mis en route pour ce voyage, qui fut beaucoup plus long que je ne m'y étais attendue. Car bien que l'île elle-même ne fût pas très large, quand je parvins à sa côte orientale, je trouvai un grand récif de rochers s'étendant à 2 lieues en mer, les uns au-dessus, les autres en dessous. L'eau et par-delà un banc de sable à sec qui se prolongeait à plus d'une demi-lieue. De sorte que je fus obligée de faire un grand détour pour doubler cette pointe. Quand je découvris ce récif, je fus sur le point de renoncer à mon entreprise et de rebrousser chemin, ne sachant pas de combien il faudrait m'avancer au large. Et par-dessus tout, comment je pourrais revenir. Je jetai donc l'ancre, car je m'en étais fait une avec un morceau de grappin brisé que j'avais tiré du navire. Ayant mis en sûreté ma pirogue, je pris mon mousquet. J'allai à terre et je gravis sur une colline qui semblait commander ce cap. Là, j'en découvris toute l'étendue et je résolus de m'aventurer. En examinant la mer du haut de cette éminence, j'aperçus un rapide, je dirais même un furieux courant qui portait à l'est et qui serait la pointe. J'en pris une ample connaissance parce qu'il me semblait y avoir quelques périls et qui étant... Une fois tombé, entraîné par sa violence, je ne pourrais plus regagner mon île. Vraiment, si je n'eusse pas eu la précaution de monter sur cette colline, je crois que les choses se seraient ainsi passées. Car le même courant régnait de l'autre côté de l'île. Seulement, il s'en tenait à une plus grande distance. Je reconnus aussi qu'il y avait un violent remous sous la terre. Je n'avais donc rien d'autre à faire qu'à éviter le premier courant, pour me trouver aussitôt dans un remous. Je séjournai cependant 2 jours sur cette colline, parce que le vent qui soufflait assez fort est-sud-est contrariait le courant et formait de violents brisants contre le cap. Il n'était donc sûr pour moi ni de côtoyer le rivage à cause du ressac, ni de gagner le large à cause du courant. Le 3e jour au matin, le vent s'étant abattu durant la nuit, la mer étant calme, je m'aventurai. Que ceci soit une leçon pour les pilotes ignorants et téméraires. À peine eus-je atteint le cap, je n'étais pas éloigné de la terre de la longueur de mon embarcation, que je me trouvai dans les eaux profondes et dans un courant rapide comme l'écluse d'un moulin. Il drossa ma pirogue avec une telle violence que tout ce que je pus faire ne put la retenir près du rivage. Et de plus en plus, il m'emporta loin du remous que je laissais à ma gauche. Comme il n'y avait point de vent pour me seconder, tout ce que je faisais avec mes pagaies ne signifiait rien. Alors je commençais à me croire perdue, car les courants régnant de 2 côtés de l'île, je n'ignorais pas qu'à la distance de quelques lieues, ils devaient se rejoindre et que là, ce serait irrévocablement fait de moi. N'entrevoyant aucune possibilité d'en réchapper, je n'avais devant moi que l'image de la mort et l'espoir non d'être submergé car la mer était assez calme, mais de périr de faim. J'avais trouvé, il est vrai, sur le rivage, une grosse tortue dont j'avais presque ma charge et que j'avais embarquée. J'avais une grande jarre d'eau, douce, une jarre,
c'est-à-dire un de mes pots de terre. Mais qu'était tout cela si je venais à être drossée au milieu du vaste océan où j'avais l'assurance de ne point rencontrer de terre, ni continent, ni île, avant 1000 lieues tout au moins. Je compris alors combien il est facile à la providence de Dieu de rendre pire la plus misérable condition de l'humanité. Je me représentais alors mon île solitaire et désolée comme le lieu le plus séduisant du monde, et l'unique bonheur que souhaita mon cœur était d'y rentrer. Plein de ce brûlant désir, je tendais mes bras vers elle. « Heureux désert !» m'écriai-je. « Je ne te verrai donc plus. Ô misérable créature, où vas-tu ?» Alors je me reprochai mon esprit ingrat. Combien de fois avais-je murmuré contre ma condition solitaire? Que n'aurais-je pas donné à cette heure pour remettre le pied sur la plage? Ainsi, nous ne voyons jamais le véritable état de notre position avant qu'il n'ait été rendu évident par des fortunes contraires, et nous n'apprécions nos jouissances qu'après que nous les avons perdues. Il serait à peine possible d'imaginer quelle était ma consternation en me voyant loin de mon île bien-aimée. Telle elle réapparaissait alors, emportée au milieu du vaste océan. J'en étais éloignée de plus de 2 lieues, et je désespérais à tout jamais de la revoir. Cependant, je travaillais toujours rudement, jusqu'à ce que mes forces fussent à peu près épuisées, dirigeant du mieux que je pouvais ma pirogue vers le nord, c'est-à-dire aux côtés du courant où se trouvait le remous. Dans le milieu de la journée, lorsque le soleil passa au méridien, je crus sentir sur mon visage une brise légère venant du sud-est, et cela me remit un peu de courage au cœur. Surtout quand, au bout d'une demi-heure environ, il s'éleva un joli frais. En ce moment, j'étais à une distance effroyable de mon île, et si le moindre nuage ou la moindre brume fût survenu, je me serais égarée dans ma route, car n'ayant point à bord de compas de mer, je n'aurais su comment gouverner pour mon île si je l'avais une fois perdue de vue. Mais le temps continuant à être beau, je redressai mon mât, j'aplestai ma voile et portai le cap au nord autant que possible pour sortir du courant. À peine avais-je dressé mon mât et ma voile, à peine la pirogue commençait-elle à forcer au plus près, que je m'aperçus par la limpidité de l'eau que quelque changement allait survenir dans le courant, car l'eau était trouble dans les endroits les plus violents. En remarquant la clarté de l'eau, je sentis le courant qui s'affaiblissait. Et au même instant, je vis à l'est, à un demi-mille environ, la mer qui déferlait contre des roches. Ces roches partageaient le courant en 2 parties. La plus grande courait encore au sud, laissant les roches au nord-est, tandis que l'autre, repoussée par l'écueil, formait un remous rapide qui portait avec force vers le nord-ouest. Ceux qui savent ce que c'est que de recevoir sa grâce sur l'échelle, d'être sauvés de la main des brigands juste au moment d'être égorgés, ou qui se sont trouvés en équivalente extrémité, ceux-là seulement peuvent concevoir ce que fut alors ma surprise de joie. Avec quel empressement je plaçai ma pirogue dans la direction de ce remous, avec quelle hâte, la brise fraîchissant, je lui tendis ma voile et courus joyeusement vent arrière, drossé par un reflux impétueux. Ce remous me ramena d'1 lieue dans mon chemin, directement vers mon île, mais à 2 lieues plus au nord que le courant qui m'avait d'abord drossé, de sorte qu'en approchant de l'île, je me trouvai vers sa côte septentrionale, c'est-à-dire à son extrémité opposée, à celle d'où j'étais partie. Quand j'eus fait un peu plus d'1 lieue à l'aide de ce courant ou de ce remous, je sentis qu'il était passé et qu'il ne me portait plus. Je trouvais toutefois qu'étant entre 2 courants, celui au sud qui m'avait entraîné, celui au nord qui s'éloignait du premier de 2 lieues environ sur l'autre côté, je trouvais, dis-je, à l'ouest de l'île, l'eau tout à fait calme et dormante. La brise m'étant toujours favorable, je continuais donc de gouverner directement pour l'île, mais je ne faisais plus un grand sillage comme auparavant. Vers 4 heures du soir, étant à 1 lieuе environ de mon île, je trouvais que la pointe de rocher, cause de tout ce malencontre, s'avançant vers le sud, comme il est décrit plus haut, et rejetant le courant plus au midi, avait formé d'elle-même un autre remous vers le nord. Ce remous
me parut très fort et porté directement dans le chemin de ma course qui était ouest, mais presque plein nord. À la faveur d'un vent frais, je cinglai à travers ce remous obliquement au nord-ouest, et en 1 heure, j'arrivai à 1 mille de la côte. L'eau était calme. J'eus bientôt gagné le rivage. Dès que je fus à terre, je tombai à genoux, je remerciai Dieu de ma délivrance, résolue d'abandonner toute pensée de fuite sur ma pirogue, et après m'être rafraîchi, avec ce que j'avais de provisions, je la halai tout contre le bord, dans une petite anse que j'avais découverte sous quelques arbres, et me mis à sommeiller, épuisé par le travail et la fatigue du voyage. J'étais fort embarrassée de savoir comment revenir à la maison avec ma pirogue. J'avais couru trop de dangers, je connaissais trop bien le cas pour penser tenter mon retour par le chemin que j'avais pris en venant, et ce que pouvait être l'autre côté. L'ouest, veux-je dire. Je l'ignorais et ne voulais plus courir de nouveaux hasards. Je me déterminai donc, mais seulement dans la matinée, à longer le rivage du côté du couchant, pour chercher une crique où je pourrais mettre ma frégate en sûreté, afin de la retrouver si je venais en avoir besoin. Ayant côtoyé la terre pendant 3 milles ou environ, je découvris une très bonne baie, profonde d'1 mille, et allant en se rétrécissant jusqu'à l'embouchure d'un petit ruisseau. Là, je trouvai pour mon embarcation un excellent port où elle était comme dans une darse qui eût été faite tout exprès pour elle. Je l'y plaçai, et l'ayant parfaitement abritée, je mis pied à terre pour regarder autour de moi et voir où j'étais. Je reconnus bientôt que j'avais dépassé seulement de peu de lieues le lieu où j'étais allée lors de mon voyage à pied sur ce rivage. Et ne retirant de ma pirogue que mon mousquet et mon parasol, car il faisait excessivement chaud, je me mis en marche. La route était assez agréable. Après le trajet que je venais de faire, j'atteignis sur le soir mon ancienne tonnelle, où je trouvais chaque chose comme je l'avais laissée. Je la maintenais toujours en bon ordre, car c'était ainsi que, je l'ai déjà dit, ma maison de campagne. Je passai par-dessus la palissade et je me couchai à l'ombre pour reposer mes membres. J'étais harassée. Je m'endormis bientôt. Mais jugez si vous le pouvez, vous qui lisez mon histoire, quelle dut être ma surprise quand je fus arrachée à mon sommeil par une voix qui m'appela plusieurs fois par mon nom. « Robin, 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 Crusoé ? Pauvre Robin Crusoé, où es-tu, Robin Crusoé ? Où es-tu ? Où es-tu allé ?» J'étais si profondément endormie, fatiguée d'avoir ramé ou pagayé comme cela s'appelle, toute la première partie du jour et marché durant toute l'autre, que je ne me réveillais pas entièrement. Je flottais entre le sommeil et le réveil. Je croyais songer que quelqu'un me parlait, comme la voix continuait de répéter « Robin Crusoé ? Robin Crusoé ?» Je m'éveillai, enfin tout à fait horriblement épouvantée et dans la plus grande consternation. Mais à peine eus-je ouvert les yeux que je vis mon Paul perché sur la cime de la haie et reconnus aussitôt que c'était lui qui me parlait. Car c'était justement le langage lamentable que j'avais coutume de lui tenir et de lui apprendre. Et lui, il avait si bien retenu qu'il venait se poser sur mon doigt, approcher son bec de mon visage et crier « Pauvre Robin Crusoé, où es-tu ? Où es-tu allé ? Comment es-tu venu ici ?» et autre chose semblable que je lui avais enseigné. Cependant, bien que j'eusse reconnu que c'était le perroquet et que, en fait, ce ne pouvait être personne d'autre, je fus assez longtemps à me remettre. J'étais étonnée que cet animal fût venu là, et je cherchais quand et comment il y était venu plutôt qu'ailleurs. Lorsque je fus bien assurée que ce n'était personne d'autre que mon fidèle Paul, je lui tendis la main. Je l'appelai par son nom, Paul. Et l'aimable oiseau vint à moi, se reposa sur mon pouce, comme il avait l'habitude de faire, et continua de me dire « Pauvre Robin Crusoé, comment es-tu venu là ? Où es-tu allé ?» Juste comme s'il eût été enchanté de me revoir. Et je l'emportai ainsi avec moi au logis.
J'avais alors, pour quelque temps, tout mon comptant de courses sur mer. J'en avais bien assez pour demeurer tranquille, quelques jours, et réfléchir sur les dangers que j'avais courus. J'aurais été fort aise d'avoir ma pirogue sur mon côté de l'île, mais je ne voyais pas qu'il fût possible de l'y emmener. Quant à la côte orientale que j'avais parcourue, j'étais payée pour ne plus m'y aventurer. Rien que d'y penser, mon cœur se serrait et mon sang se glaçait dans mes veines. Et pour l'autre côte de l'île, j'ignorais ce qu'il pouvait être, mais en supposant que le courant portât contre le rivage avec la même force qu'à l'est, je pouvais courir le même risque d'être drossée et emportée loin de l'île, ainsi que je l'avais été déjà. Toutes ces raisons firent que je me résignai à me passer de ma pirogue, quoiqu'elle fût le produit de tant de mois de travail pour la faire et de tant de mois pour la lancer. Dans cette sagesse d'esprit, je vécus près d'1 an, d'une vie retirée et sédentaire, comme on peut bien se l'imaginer. Mes pensées étant parfaitement accommodées à ma condition et m'étant tout à fait consolée en m'abandonnant aux dispensations de la Providence, sauf l'absence de société, je pensais mener une vie réellement heureuse en tout point. Durant cet intervalle, je me perfectionnais dans tous les travaux mécaniques auxquels mes besoins me forçaient de m'appliquer. Et je serais portée à croire, considérant surtout combien j'avais peu d'outils, que j'aurais pu faire un très bon charpentier. J'arrivais en outre à une perfection inespérée, en poterie de terre. Et j'imaginais assez bien de la fabriquer avec une roue, ce que je trouvais infiniment mieux et plus commode, parce que je donnais une forme ronde et bien proportionnée aux mêmes choses que je faisais auparavant hideuses à voir. Mais jamais je ne fus plus glorieux, je pense, de mon propre ouvrage, plus joyeux de cette découverte, de quelques découvertes, que lorsque je parvins à me façonner une pipe. Quoique fort laide, fort grossière et en terre cuite rouge comme mes autres poteries, elle était cependant ferme et dure et aspirait très bien, ce dont j'éprouvais une excessive satisfaction, car j'avais toujours eu l'habitude de fumer. À bord de notre navire, il se trouvait bien des pipes, mais j'avais premièrement négligé de les prendre, ne sachant pas qu'il y eût du tabac dans l'île, et plus tard, quand je refouillai le bâtiment, je ne pus mettre la main sur aucune. Je fis aussi de grands progrès en vannerie. Je tressai aussi bien que mon invention me le permettait. Une multitude de corbeilles nécessaires, qui, bien qu'elles ne fussent pas fort élégantes, ne laissaient pas de m'être fort commode pour entreposer bien des choses et en transporter d'autres à la maison. Par exemple, si je tuais au loin une chèvre, je la suspendais à un arbre, je l'écorchais, je l'habillais et je la coupais en morceaux que j'apportais au logis dans une corbeille, de même pour une tortue. Je l'ouvrais, je prenais ses œufs et une pièce ou deux de sa chair, ce qui était bien suffisant pour moi. Je les emportais dans un panier et j'abandonnais tout le reste. De grandes et profondes corbeilles me servaient de granges pour mon blé, que j'égrenais et vannais toujours aussitôt qu'il était sec. Et de grandes mannes me servaient de grenier. Je commençais alors à m'apercevoir que ma poudre diminuait considérablement. C'était une perte à laquelle il m'était impossible de suppléer. Je me mis à songer sérieusement à ce qu'il faudrait que je fisse quand je n'en aurais plus. C'est-à-dire à ce qu'il faudrait que je fisse pour tuer des chèvres. J'avais bien, comme je l'ai rapporté, dans la 3e année de mon séjour, pris une petite bique que j'avais apprivoisée dans l'espoir d'attraper un biquet, mais je n'y pus parvenir par aucun moyen, avant que ma bique fût devenue une vieille chèvre. Mon cœur répugna toujours à la tuer. Elle mourut de vieillesse. J'étais alors dans la 11e année de ma résidence, et comme je l'ai dit, mes munitions commençaient à baisser. Je m'appliquai à inventer quelques stratagèmes pour traquer et empiéger des chèvres, et pour voir si je ne pourrais pas en attraper quelques-unes vivantes. J'avais besoin par-dessus tout d'une bique grosse, d'un cabri. À cet effet, je fis des traquenards pour les happer. Et ils s'y prirent plus d'une fois sans doute. Mais comme les garnitures n'en étaient pas bonnes, je n'avais point de fil d'archal. Je les trouvais toujours rompus et mes amorces mangeaient.
Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce livre, Robinson Crusoe, que j'ai eu le plaisir de vous lire. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN ou bien sur Facebook, Voyage au bout de la nuit, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, une très belle soirée ou une très belle matinée pour certains.